Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler des listes en compréhension. Alors, plutôt que de vous donner une définition assez verbeuse de ce que c'est qu'une liste en compréhension, je vais plutôt le faire via des exemples. En Python, vous utilisez beaucoup les listes. Et les listes, vous devez bien sûr les créer. Et pour cela, il y a plein de façons de le faire. La façon la plus simple de créer une liste est d'utiliser un littéral. Qu'est-ce qu'un littéral? Eh bien, ça consiste tout simplement à écrire directement à la main les valeurs qui nous intéressent. Par exemple, si je veux créer une liste qui contient 1, 2 et 3, eh bien, je vais mettre entre crochets les valeurs 1, 2 et 3 séparées par des virgules. C'est à la fois la façon la plus simple, mais également la plus limitée, bien entendu. Si vous avez plus d'une dizaine d'éléments, ça va devenir pénible et fastidieux de le faire à la main. Une deuxième façon de faire est d'utiliser un itérable que l'on passera en paramètre du constructeur de liste. Dans ce cas-là, la liste sera initialisée avec tous les éléments de l'itérable. Par exemple, si je veux créer une liste qui contient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, je peux lui passer en paramètre de son constructeur range 10, qui me fournira les éléments de 0 à 10 non compris. Si je repars de mon cas précédent, je veux bien partir d'une source itérable, comme un range, une liste, un fichier, une chaîne de caractères, et je veux atteindre mon résultat, certes, mais peut-être que je veux faire des choses un petit peu plus compliquées. Peut-être, par exemple, que je veux filtrer les itérables que je vais utiliser. C'est-à-dire que je ne veux pas tous les garder, n'en prendre que certains selon certains critères. Je peux également vouloir appliquer un traitement sur chacun de ces éléments. Les mettre en valeur absolue, les mettre au carré, ne garder que la première lettre. Ou d'ailleurs, je peux faire soit un filtrage et un traitement, ou alors seulement qu'un traitement, ou qu'un filtrage. Et cela, avec mon constructeur ou mes littéraux, je ne peux pas le faire. Que faites-vous habituellement dans ce cas? Eh bien, la plupart du temps, vous commencez par créer une liste vide. Et puis, vous itérez sur chaque élément de votre source, vous testez si cet élément vous intéresse, et si c'est le cas, vous l'ajoutez à votre résultat. Potentiellement, avant de l'ajouter, vous y appliquez un traitement. Eh bien, si je vous disais qu'en Python, ça peut se faire en une seule ligne, grâce aux listes en compréhension. Tadam! Alors, ça a l'air un petit peu compliqué quand on regarde comme ça, mais en fait, si on met quelques couleurs, on verra que c'est assez simple. Regardez, on va d'abord prendre les structures de contrôle et les mettre tout simplement les unes à la suite des autres. Et l'élément ainsi que son traitement s'il y a lieu d'y en avoir, on va le mettre au début. Et tout ça, on va le mettre entre des crochets pour bien dire que c'est une liste que l'on veut générer. Passons maintenant à quelques exemples. On va commencer simple en triturant une liste qui est déjà à notre disposition. Première chose que l'on veut faire, c'est générer une nouvelle liste qui ne contient que les valeurs positives de L. Donc ce que je vais faire, c'est j'ouvre mes crochets et dedans je dis je vais prendre chaque élément dans L et je ne vais les garder que si ils sont positifs. Donc je prends chaque élément de L, je ne les garde que s'ils sont positifs et qu'est-ce que je fais? Je les prends directement. Donc X. Boum. Deuxième chose que je veux faire, c'est garder tous les éléments cette fois-ci, mais les mettre en valeur absolue. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est pareil, je vais prendre chaque élément de L. Cette fois-ci, je ne fais pas de filtrage, mais au lieu d'utiliser X directement, eh bien, je vais appliquer un traitement dessus et je vais le mettre en valeur absolue. Donc ici, qu'est-ce que j'ai dit? Pour chaque élément de ma liste, je le stocke en valeur absolue. Ok. On peut faire encore plein d'autres choses, on peut combiner les deux. Si j'ai envie d'avoir tous les éléments de X en valeur absolue, mais seulement s'ils sont pairs, qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien je dis, je prends tous les éléments de L, je ne garde que ceux qui sont pairs, donc dont le reste de la division par 2 est égal à 0, et je les mets en valeur absolue. Hop. Ok. Faisons des cas un petit peu plus concrets.
ça vous arrive peut-être d'avoir besoin de lire une liste d'entiers sur l'entrée standard. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on fait juste un input? Si je fais values égale input, et que je saisis 1, 2, 3, 4, 5, values ne contiendra pas une liste d'entiers. Il contiendra une string représentant ces entiers. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, déjà, on peut faire un split dessus. Mais là encore, nous n'aurons pas une liste d'entiers, mais une liste de chaînes de caractères représentant des entiers. Donc, sur chacun, ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'appliquer le constructeur int. Donc, ça revient à faire, je prends for x in value.split, je vais appliquer sur x la fonction int, le constructeur int. Et là, ça marche. Donc bien sûr, ici, je peux directement aller lire input. Oui, mais qu'est-ce qui se passe si je ne mets pas quelque chose qui est un entier? Si je mets, par exemple, 1, 2, 3, et ça. Et bien là, ça m'envoie bouler. Donc ce que je peux faire, alors là je vais bien sûr faire une version triviale, on peut faire des choses plus abouties pour gérer les nombres négatifs et autres, mais ici, je vais tout bêtement ne garder x que si x est numérique. Hop, et là, ça me virera tout ce qui n'est pas un entier. On peut également vouloir faire des choses un petit peu plus folles. Par exemple, on veut pouvoir combiner les éléments de plusieurs sources distinctes. Dans ces cas-là, le principe reste le même. Ici, par exemple, je veux prendre chaque élément d'une première source, et pour cet élément, chaque élément d'une deuxième source, et si la combinaison de ces deux éléments m'intéresse, selon le test que j'ai ici, eh bien je veux ajouter une combinaison de ces deux éléments à mon résultat. Eh bien pour faire une liste en compréhension avec ça, le principe est toujours le même. Je prends mes structures de contrôle, je les mets les unes à la suite des autres dans ma liste en compréhension, et mon traitement, je le mets au début. Rien ne change à ce niveau-là. Revenons-en à nos exemples. Alors, on va prendre ici une liste de prénoms. First name, qui contient Ben, Dalila, Amadou, etc. Et une liste de noms, last name, qui contient Dupuis, Benamou, etc., etc. Et ce que je vais vouloir faire, c'est la liste contenant toutes les combinaisons de prénoms contenus dans first name et de noms contenus dans last name. Alors, comment je fais ça? Tout simplement, je vais créer des crochets, et je vais dire pour chaque prénom F dans first name, pour chaque nom L dans last name, je vais prendre F, je lui additionne un espace, et je lui additionne, enfin concatène, L. Et hop. Ça c'est sympa. Maintenant, peut-être que je veux faire quelques filtrages. Je veux par exemple pouvoir faire les noms, mais seulement ceux à la Marvel Comics. C'est quoi un nom à la Marvel Comics? C'est un nom tel que le prénom et le nom commencent par la même initiale. Matt Murdock, Scott Summer, Bruce Banner, etc., etc. Donc, comment je fais ça? Eh bien, je reprends mon exemple précédent, sauf que là, je vais juste rajouter un test. Je ne garde F et L que si la première lettre de F est égale à la première lettre de L. Et voilà pour mes noms de super-héros. On peut s'amuser à faire des choses un petit peu plus tricky. On peut très bien, quand on a deux boucles, avoir une première boucle qui nous fournit des éléments et la deuxième boucle prendre pour itérable les éléments de la première boucle. Par exemple, je peux faire une boucle sur mes prénoms et la deuxième boucle va boucler sur les caractères de chaque prénom. Par exemple, si je veux avoir la liste de tous les caractères utilisés dans mes prénoms, c'est-à-dire là, si je reprends, on va cleaner un petit peu, si je reprends first name, là j'aimerais bien avoir une liste qui contient B, E, N, D, A, L, I, L, A, etc., etc. Comment je fais? Eh bien, je dis toujours, je prends chaque prénom F
dans firstName. Et là, je dis, je vais prendre chaque caractère C dans F. Et j'utilise C. Et tiens, tant qu'à faire, je vais tout passer en minuscule. Hop. Notez que le concept de compréhension ne s'applique pas que aux listes. On peut également l'appliquer aux ensembles et aux dictionnaires. Je vais prendre ici l'exemple d'un dictionnaire. Pour faire un dictionnaire en compréhension, le concept est le même. Sauf que, bien entendu, vu que c'est un dictionnaire, on ne va pas utiliser des crochets, mais des accolades. Revenons à notre exemple précédent. Nous avions donc la liste de tous les noms possibles. Là, ce que je vais vouloir faire, c'est faire en sorte que non seulement j'ai cette liste, mais qu'en fait ce soit les valeurs d'un dictionnaire. En clé, je vais vouloir mettre les initiales de ces noms. Ce qui fera que je pourrai savoir par exemple qui porte les initiales PP ou les initiales AB, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc comment faire ça? Là, pour le moment, nous sommes sur une liste en compréhension. On peut le voir parce qu'il y a des crochets autour. Donc, je vais déjà changer ça. Je vais mettre des accolades. Des accolades signifient que ce sera soit un dictionnaire en compréhension, soit un set en compréhension, un ensemble. Quelle est la différence entre un ensemble et un dictionnaire? Un ensemble, ce sont, comme son nom l'indique, un ensemble de valeurs distinctes, alors qu'un dictionnaire, c'est un conteneur associatif. À chacun des éléments, on va associer une valeur. Donc ces éléments vont s'appeler des clés, et à chaque clé est associée une valeur. Donc on a à chaque fois un couple clé-valeur. Donc là, je veux un dictionnaire. Un dictionnaire, je veux en clé les initiales de mon nom. Donc c'est-à-dire la première lettre de F plus la première lettre de L. Et je veux faire correspondre ça au nom complet, que j'ai déjà juste après. Pour faire correspondre, il faut que je fasse, comme je fais d'habitude quand je définis littéralement un dictionnaire, mettre clé, valeur. Donc ma clé ici, c'est bien les initiales, et la valeur associée à cette clé, eh bien, c'est le nom complet. Je vais stocker ça dans une variable qu'on va appeler dico par exemple, et on va voir qui porte les initiales PP. C'est Pink Patel. Voilà pour cet exemple. Voilà, on a fait le tour des listes en compréhension. Alors je vais clôturer cette vidéo avec quelques points de recommandation. Premièrement, restez lisible. Ce n'est pas parce que vous venez de découvrir les listes en compréhension qu'il faut en mettre partout et à toutes les sauces. Les listes en compréhension, c'est bien, mais avec modération, comme toutes les bonnes choses d'ailleurs. Donc, ne mettez pas trop de choses dedans, c'est-à-dire que si vous commencez à avoir une double, triple, quadruple boucle, il faut commencer à se dire que déjà votre code a un problème, et que certainement, c'est pas du tout la liste en compréhension la solution. Donc, essayez de mettre, allez, double boucle, pourquoi pas, un test, pas plus. Également, n'essayez pas de mettre des choses trop compliquées. Si ça devient trop difficile à lire, comme tout code, c'est pas bien. Donc essayez de simplifier les choses. Si vous ne pouvez pas, encore une fois, la liste en compréhension n'est pas la solution à votre souci. Et une dernière chose, hop, la méthode classique, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de souci à utiliser de temps en temps une boucle for pour nourrir une liste initialement vide. C'est juste que la liste en compréhension marche bien quand c'est des choses assez simples finalement à faire. Maintenant, regardons au niveau des performances. La liste en compréhension n'est pas faite pour faire du code performant. Elle est là pour vous simplifier la vie au niveau du code. Donc, quand vous avez besoin de performance, essayez de réfléchir à votre cas et s'il n'y a pas des outils plus adaptés. Si votre liste en compréhension sert juste à faire un simple filtrage, eh bien privilégiez la fonction built-in filter. De même, si vous voulez juste appliquer un traitement à chaque élément, eh bien privilégiez plutôt la fonction built-in map. Enfin, vous pouvez regarder si votre liste en compréhension va servir plusieurs fois. Si effectivement vous utilisez plusieurs fois les éléments de votre liste, ça sert d'avoir une liste. Mais sinon, peut-être que quelque chose qui est généré à la volée suffit. Dans ces cas-là, regardez du côté des générateurs. Nous aborderons ces trois concepts dans de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.